Mesdames, Messieurs en ligne, Mesdames, Messieurs dans la salle, bonjour et bienvenue à cette conférence des matinées, ou des midis, pardon, non, des matinées de la justice organisée par le Centre de recherche en droit public. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux collègues formidables. Le premier, un collègue et ami de longue date, le professeur Yann Joly, qui est directeur du Centre de génomique et politique, et professeur James McGill à la Faculté de médecine et des sciences de la santé au département de génétique humaine de l'Université McGill. Il sera accompagné du professeur Charles Duprat, qui est professeur en bioéthique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, chercheur au CRE, c'est-à-dire au Centre de recherche en éthique, ainsi que directeur des programmes en bioéthique. Alors, messieurs, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de vous joindre à nous ce midi. Et sans plus tarder, je vous cède la parole. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui, retrouver des collègues d'il y a très longtemps et de présenter mes toutes dernières recherches. Je vais commencer par remercier mes collègues, Nicolas Vermé, le directeur du CRDP, Sylvain Lafleur, sans qui il n'y aurait pas de présentation aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait grand plaisir d'être ici. Et donc, le thème de la présentation que je vais faire aujourd'hui, c'est les bases de données génétiques criminalistiques, outils nécessaires au glissement vers la société de contrôle. Et ça, c'est un peu une question incidente à beaucoup de mes recherches, puisque la plupart de mes recherches sont sur le thème de la santé. Mais là, j'ai décidé à un moment donné, on tombait sur cette question des bases de données génétiques en santé tout le temps. Et on semble oublier que des fois, les données génétiques, ben, ça sert à autre chose aussi. Et si on essaye toujours, comme on a des fois tendance en droit, de regarder les choses avec une lunette à vision très limitée sur notre secteur du droit, on risque de manquer l'interstice, l'interspace entre deux secteurs et de voir que ben, des données génétiques qui peuvent être utilisées pour la santé peuvent être utilisées pour identifier et pour traquer aussi les gens pour des fins d'enquête criminelle, entre autres choses. Et c'est là-dessus qu'on va concentrer notre attention aujourd'hui. La photo aussi, vous remarquerez, est un peu spéciale de mon introduction. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une base de données génétiques la plus grande présentement au monde. Elle est située à Shenzhen, en Chine. Et l'intérêt de cette biobanque, bon, comme vous voyez, c'est magnifique. D'ailleurs, on a l'impression, quand on est là-bas, j'ai eu la chance d'aller passer quelques jours là-bas. On a l'impression vraiment d'être dans un film un peu utopique sur le futur. Tout est beau, tout le monde est jeune, en santé, etc. Tout a l'air presque préprogrammé pour l'œil. Et ben, il faut peut-être se rappeler un peu de cette image et de cette vision utopique, dystopique euh, pendant la présentation. Vous allez voir que il y a une espèce de glissement qui pourrait se produire où on irait un peu vers ça de façon plus généralisée avec ces fameuses bases de données génétiques. D'ailleurs, les bases de données génétiques les plus importantes à travers le monde sont celles qui sont possédées par les gouvernements des différents pays, non celles des hôpitaux ou même celles des compagnies pharmaceutiques. Donc, on va un peu regarder, ça a l'air de quoi finalement cet amalgame de biobanques génétiques à travers le monde détenues par les différents États. On va évidemment faire un peu plus attention à ce qui se passe dans notre propre pays, le Canada. On va regarder ben, quels sont les enjeux et comment peut-on penser à résoudre certains de ces enjeux. Je ne suis pas quelqu'un qui est forcément contre l'utilisation de la technologie pour faire une enquête criminelle. Je pense que c'est très important. C'est un outil essentiel de nos sociétés modernes, les bases de données d'ADN. Vous avez tous vu dans les séries criminelles, par exemple, l'utilisation de l'ADN pour rattraper les méchants, les criminels
C'est très utile. On va parler de la technique un peu, vous allez voir. Donc, ben oui, la première chose qu'il faut comprendre, c'est comment fonctionne cette technique de profilage par ADN. Et là, je vous explique la technique de base. Elle est très simple. On a des profils, bon, tout d'abord, il faut qu'il y ait un échantillon génétique sur une scène de crime. Et un échantillon génétique, ça peut provenir de plein de choses. Ça peut provenir de la salive, ça peut provenir du sang, ça peut provenir de la peau. Donc, extraire un profil génétique d'un échantillon sur une scène de crime, c'est pas très compliqué. Dépendant du matériel qui est disponible, ça peut être de qualité variée, cependant. L'étape suivante consiste à faire un match, réunir finalement ce profil qu'on a trouvé sur une scène de crime avec un autre profil qu'on a déjà dans notre banque de données, la banque de données donc, qui est détenue par la GRC au Canada, qui contient de l'ADN de personnes ayant déjà été condamnées de crimes par le passé ou qui sont soupçonnées d'en avoir commis. Ou on peut même maintenant, en vertu du code criminel, si c'est un crime sérieux, on peut demander au suspect de donner un échantillon d'ADN. Et dans ces cas-là, évidemment, il n'y a pas de procédure de consentement. C'est un compromis finalement entre la protection de la société et le fait que oui, c'est intrusif, mais de façon quand même relativement minimale. On peut demander un échantillon de sang ou de salive à quelqu'un qui a été condamné. Donc, on voit ça comme quand même une intrusion, mais minimale. Et bon, on sait que le profilage d'ADN a contribué positivement quand même à la qualité des enquêtes et des procès en droit criminel, il faut le reconnaître. Par exemple, on peut penser à la banque de données génétiques détenue par le Royaume-Uni, qui est une des plus vieilles, une des premières banques de données utilisées en droit criminel. On pense que c'est à peu près 60% du temps, quand on arrive à avoir un échantillon qui a de la valeur sur une scène du crime, qu'on va réussir à trouver un match dans la banque de données. Et bon, évidemment, il faut penser que la technique, c'est pas seulement pour trouver des coupables, ça peut permettre d'exonérer des gens, et ça l'a fait dans le passé, et de libérer même des individus qui ont été condamnés. Il faut penser que, bon, plus une banque de données contient de données, plus cette banque de données-là est utile. C'est logique. Parce que vous trouvez donc quelque chose sur une scène de crime, ben, si vous avez une banque de 100 000 individus, c'est pas mal. Si vous avez une banque d'1 million d'individus et qui est à peu près, je ne sais pas moi, 8% de votre population dans votre pays, là, tout d'un coup, là, vous savez qu'il y a une très bonne représentation. C'est les gens aussi qui ont déjà fait des crimes par le passé. Bref, il y a une bonne chance de faire un match. Donc, il y a évidemment la tentation pour les autorités policières de toujours collecter plus d'échantillons et pour les décideurs politiques d'encourager ça pour que les banques de données soient plus utiles. Et ce qu'on sait maintenant au niveau mondial, on a à peu près, et ça c'est probablement conservateur, 120 millions de profils individuels à travers les banques de données qui sont donc déjà là. Et ce qu'il faut savoir, si vous êtes une personne d'origine européenne, il y a des fortes chances que soit vous, soit quelqu'un à qui vous êtes lié par le sang, donc un ascendant-descendant, soit déjà fichier dans une banque de données génétique. Donc, on peut, même si vous ne l'êtes pas, vous retrouver par ces personnes-là. Donc, voilà de quoi ça a l'air un peu à l'échelle mondiale. C'est des recherches qu'on fait avec l'Observatoire de la discrimination génétique, qui est une organisation que j'ai créée il y a quelques années. J'en parlerai un petit peu à la fin de ma présentation, si le temps le permet. Et bon, ce qu'on peut voir, c'est concentrons notre attention. Les pays en rouge sont les pays qui ont plus de, attendez, 4 je pense, ou oui, plus de 4 de la population du pays est représentée dans la banque de données criminelle. Donc, c'est les pays où vraiment
qui ont les banques de données les plus développées. On n'a pas de surprise des fois en regardant certains de ces pays comme les États-Unis, la Chine, l'Angleterre, la France aussi. Ça, c'est un peu plus surprenant. Et l'Australie. Si on porte notre attention un peu à la division nord-sud qui est souvent présente quand on parle de nouvelles technologies, on se rend compte qu'elle est présente là aussi. On voit que les pays qui ont des bases de données particulièrement développées sont donc des pays qui sont assez avancés dans le domaine de la génétique. Et l'Angleterre, les États-Unis sont les pays les plus avancés et la Chine aussi, l'Australie aussi. Donc, ça vraiment, c'est lié au développement de la technologie, mais c'est lié aussi au fait que, bon, dans les pays du Sud et aussi dans les pays socialistes en général, on a moins tendance à encourager ce genre de choses. On peut voir en Espagne, par exemple, ben, il n'y a pas vraiment, ils ne sont pas dans le top des pays, malgré que c'est un pays qui est quand même assez actif en génétique. Même chose en Italie. Évidemment, dans l'Amérique du Sud, l'Afrique, très peu de pays ont même des bases de données génétiques. Est-ce que c'est un problème? Ça pourrait le devenir parce qu'on pourrait décider à un moment donné qu'on veut que les gens, encourager les gens qui visitent notre pays, surtout dans un pays où déjà la plupart de la population est déjà fichée. On pourrait décider que les gens qui viennent, les visiteurs, ben, s'ils n'ont pas eux-mêmes de leur profil génétique déjà de fait, ben, on pourrait soit les refuser ou leur dire, ben, on va vous créer un profil génétique pour que vous puissiez rentrer dans notre pays. C'est ce qu'on fait avec d'autres techniques d'identification. Donc, on pourrait en venir là avec la génétique. Et ce n'est pas de la science-fiction, ça a déjà été proposé dans le cadre des États-Unis par des experts. On devrait avoir une banque de données universelle. Tout le monde devrait participer à la banque de données. Ça serait plus équitable, etc. Ça reste à discuter. Contexte canadien, bien, canadien, on se situe un peu au milieu. On était dans le jaune. Le jaune, bien, ce que ça signifie qu'on a un peu moins, on a 1,7 de notre population qui est dans la banque de données qui est présentement tenue par la GRC. 17 des échantillons proviennent du Québec qui sont dans cette banque de données-là. La loi qui permet ceci, c'est la loi sur l'identification par les empreintes génétiques. Et c'est une loi qui est présentement, on essaie de la moderniser. On essaie de la moderniser pour qu'elle devienne plus permissive. Par exemple, ben, avant, la loi, et elle est toujours là-dessus claire, elle interdit les recherches familiales et les enquêtes sur les origines ancestrales. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ce qu'on permet de faire avec la banque de données présentement, c'est un match clair. C'est-à-dire, l'échantillon trouvé sur une scène de crime correspond à l'échantillon dans ma banque de données. C'est un match clair. Un match familial, une recherche familiale, c'est pas un match parfait, mais il y a suffisamment de similarités pour qu'on soit convaincu que la personne qui a dans la banque de données et la personne sur les lieux du crime sont des personnes qui sont liées. Donc, c'est probablement un membre de sa famille. Et là, par des techniques plus normales, différentes de la génétique, on va commencer à enquêter sur les membres de la famille de cette personne-là. On voit que ça peut poser des questions assez sérieuses au niveau de la protection de la vie privée et de la confidentialité de l'information des individus. C'est pour ça qu'on ne le permet pas au Canada. On le permet dans plusieurs États aux États-Unis. Les enquêtes sur les origines ancestrales, là, ce qu'on fait, c'est surtout qu'on va se référer à des services privés parce que le gouvernement n'a pas de service de séquençage pour faire ce genre de recherche-là. Et par le biais de compagnies privées comme Ancestry, par exemple, ben, on va essayer de regarder ben, la personne sur les lieux du crime, c'était quoi ses origines ancestrales, de où provenait-elle? De cette façon-là, peut-être on va être capable de se dresser un profil type de qui pourrait être la personne. Encore là, il peut y avoir des glissements faciles vers la discrimination sur l'origine ethnique avec des technologies comme ça. C'est le problème.
La technologie qu'on utilise présentement au Canada, qui est la même que les États-Unis, c'est le système CODIS, le système d'index d'ADN combiné. Ce que c'est quelques marqueurs, un tout petit nombre de marqueurs génétiques. Ça ressemble à un code barre. Et bon, ben, on cherche un code barre similaire, en gros. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si c'est un tout petit nombre de marqueurs génétiques, c'est suffisant parfois pour donner de l'information sur les prédispositions des individus de développer certaines maladies. Pas toujours, mais ça peut arriver. Et il y a un projet de loi en ce moment qui est le projet de loi S231 qui vise à moderniser le système et donc à laisser tomber les interdictions dont j'ai parlé sur les recherches familiales, les origines ancestrales, etc. Ce qu'on note, c'est qu'il y a peu d'attention des autorités. C'est ça, moi, qui m'a toujours beaucoup inquiété par rapport aux biobanques académiques où vraiment on voit des systèmes de gestion de la vie privée, de l'information et de la gouvernance des données qui sont assez sophistiqués. Au niveau du gouvernement, on se pose peu de questions présentement et pas juste au Canada, c'est pire dans certains pays à l'étranger, comme vous pouvez vous douter. On s'intéresse plus aux aspects éthiques et aussi à la technique scientifique du processus, à la gouvernance et aussi il y a une espèce d'engouement pour les technologies. On veut les utiliser. On veut utiliser la génétique. On veut utiliser les autres omics. Charles va en parler. Et l'intelligence artificielle ensemble. Bon, comment sont affectés les droits? Ça, c'est une analyse vraiment de base, mais pour faire un peu le tour de la question du point de vue des droits fondamentaux, on peut penser qu'au niveau de l'égalité de la non-discrimination, pour l'instant, c'est pas gagnant, ces biobanques-là. Il y a eu plusieurs problèmes où certaines populations ethniques étaient surreprésentées dans les banques de données. Et donc, qui sont plus aussi quand on va vouloir faire des recherches familiales, des choses comme ça, quand on va vouloir regarder les origines ancestrales, on tente à retomber dans ces modèles-là de biais où on va toujours voir certaines catégories de la population surreprésentées. Justice, intégrité, bon, évidemment, le droit à l'intégrité de la personne, il est bafoué dans le sens où la personne ne consent pas à laisser des échantillons dans une biobanque comme celle-ci. Elle est obligée en vertu de la loi criminelle. Et donc, mais on en a parlé, c'est quand même une violation minimale. Ça ne fait pas mal. On prélève donc un petit échantillon d'ADN. Et évidemment, si on est innocenté, on a le droit de demander la destruction de l'échantillon. C'est moins clair ce qui se passe avec l'information. Il y a toutes sortes de questions sous-jacentes là, qui sont un peu plus vagues dans les lois et dans les règlements. Mais au niveau de l'échantillon lui-même, donc l'échantillon de salive, l'échantillon de sang, il va être détruit si on est innocenté. Justice, mais il faut le demander. Justice et équité du procès. Là, on peut dire que ça renforce la justice et l'équité du procès dans le sens où c'est un très bon outil, la preuve par ADN. Si on vous dit que c'est un match clair, ben, ce que ça veut dire, c'est que oui, la personne était bien sur les lieux du crime. Donc, c'est drôlement utile. Ça ne veut pas dire que c'est elle, par exemple. Il ne faut pas non plus faire des sauts de logique. Ce n'est pas parce qu'elle était sur les lieux du crime que c'est elle qui a commis le crime. Donc, s'il n'y a pas d'erreur de manipulation, on se retrouve avec un outil qui est quand même très utile et très fiable. Présomption d'innocence, ben, on peut penser que au niveau de la présomption d'innocence, ce qui me dérange, c'est surtout quand on dit que les individus qui sont soupçonnés de crimes sérieux doivent laisser un échantillon. Pour moi, il y a un petit problème parce que ben, ils sont soupçonnés, sont présumés, mais ils n'ont pas encore été trouvés coupables. Donc là, c'est sûr que la présomption d'innocence, on la met de côté parce qu'on trouve que le crime est assez sérieux, peut-être pour le justifier, mais c'est un peu problématique. Vie privée, on en a parlé, il y a des problèmes qui sont créés par cette technique-là. Évidemment, le grand argument de l'utilisation des profils d'ADN, c'est la protection du public, c'est de dire, ben, ça va permettre des enquêtes criminelles beaucoup plus efficaces et on va pouvoir arrêter les criminels beaucoup plus facilement. On a tendance à vouloir souvent utiliser ces nouvelles techniques-là pour
régler ce qu'on appelle les cold cases, là, les cas, par exemple, de viol où ça a été très violent, on n'a jamais retrouvé la personne. On va essayer des nouvelles technologies comme ça pour essayer de les régler. Et puis, évidemment, le droit à l'autodétermination, à l'autonomie, encore là, des problèmes, consentement qui n'est pas toujours un consentement ben, qui n'est pas là, tout simplement. Hein. Donc, voilà. Donc, quelques autres défis. Qualité des banques d'ADN et des laboratoires à travers le monde varie considérablement. Comme j'ai dit, c'est une preuve qui, si la job est bien faite du point de vue technique, est à 99% fiable. Mais il faut qu'elle soit bien faite. Il faut que le travail soit bien fait et il faut que la qualité de l'échantillon de base aussi soit suffisamment bonne. Les cadres de gouvernance des banques criminalistiques d'ADN sont généralement sous-développés. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand j'ai fait la recherche avec ma collègue Dia, qui est dans la salle, ben, il y avait beaucoup de cadres de gouvernance qui étaient tout simplement non disponibles. Donc, il y a aussi un manque clair de transparence à ce niveau-là. Risque de bris de confidentialité, de mauvaise utilisation des données qui ne sont pas toujours suffisamment pris en compte par le législateur et les autorités administratives. Et l'ADN collecté, bon, on en a parlé, pour un profil CODIS, peut donner des informations sur la santé. Les autorités policières, les décideurs gouvernementaux sont portés à collecter de plus en plus, comme on le disait, de données génétiques pour les utiliser de façon libérale sans prendre la peine d'encadrer les nouvelles pratiques et par des normes éthiques ou juridiques. Charles va donner un exemple, par exemple, où on a utilisé ce qu'on appelle le phénotypage par ADN et justement, ça s'est fait de façon vraiment ad hoc. On avait envie d'utiliser la technique, tout simplement. On s'est dit, on y va. Donc, je lui laisse le punch. Les populations déjà stigmatisées et marginalisées par les systèmes de contrôle et de surveillance de l'État sont particulièrement vulnérables à des abus de la science génétique dans ce domaine. Donc, on comprend que les populations marginalisées, là, c'est un problème si on n'a pas un cadre spécifique pour justement empêcher ce genre de stigmatisation, ce genre de biais. Et ce qui est aussi encore plus problématique, c'est que c'est des gens qui déjà ont un passé très lourd avec la génétique et déjà on a du mal de les convaincre en santé de venir participer à de la recherche ou même d'avoir des soins qui sont fondés sur la génétique parce qu'il n'y a pas de confiance de ces populations-là envers la technologie et ça risque d'empirer cette relation. Les problématiques des aspects éthiques et des droits de l'homme dans le cadre des banques de données sont peu ou pas abordées par les autorités. Il n'y a vraiment aucun intérêt de ce côté-là du régulateur de s'intéresser à ces aspects-là. Et ça, c'est assez concernant parce qu'il semble y avoir beaucoup d'intérêt à les utiliser, ces nouvelles techniques. Donc, ma dernière diapo, quelques pistes pour la suite. Bien, ça serait bien d'avoir des programmes d'assurance de la qualité et que ces programmes doivent être rencontrés par les laboratoires de forensique. Donc, s'assurer que les gens savent les bonnes pratiques en termes de manipulation des échantillons. On veut pas d'erreurs de mélange d'échantillons, d'erreurs où un échantillon de qualité finit nulle part parce qu'on l'a mal manipulé, etc. Et vraiment, il y a des questions qui se posent très sérieuses où aux États-Unis, des fois, on essaie de simplifier le système et c'est rendu les policiers qui font eux-mêmes la manipulation des échantillons et les tests et avec un minimum de pratique. Donc, c'est assez inquiétant. Les autorités policières, donc, on devrait suivre aussi un entraînement sur les bonnes pratiques s'ils vont toucher ces échantillons-là, s'ils vont être impliqués dans cette chaîne-là de manipulation des échantillons, les collecter. Il faudrait des bonnes pratiques qui encourageraient la traçabilité, la protection de l'intégrité des données, les aspects éthiques du processus et la protection. La preuve d'ADN aussi, point important, ne devrait jamais être acceptée sans qu'il y ait d'autres preuves concomitantes. Comme on l'a dit, le fait d'avoir de l'ADN sur une scène de crime, c'est complètement insuffisant pour dire qu'une personne a commis un crime. Il faut d'autres preuves concomitantes et il faut aussi s'assurer que le jury ne donne pas trop de poids à ce type de preuves technologiques parce que ça peut être tentant.
Des études socio-éthiques sur les conséquences d'étendre les bases de données criminalistiques devraient être entreprises, super important. Les techniques d'enquête allant plus loin que la simple association d'un profil ne devraient pas être utilisées de façon ad hoc. Donc, il y a de nouvelles choses qu'on peut faire avec la génétique et les sciences omiques, comme par exemple, à partir d'un échantillon sur une scène de crime, on pourrait déterminer l'âge d'un suspect, des choses comme ça. OK, mais avant de s'en servir, faisons les études, faisons le travail et n'essayons pas les choses ad hoc juste parce que la technologie nous intéresse. Et l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée des bases de données devrait être entreprise à des intervalles réguliers et suite à tout incident de bris de confidentialité. On devrait aussi avoir une certaine transparence dans la mesure du possible pour informer le public avec les détails concernant ce qui s'est passé et ce qu'on va faire pour résoudre la situation dans le futur. Donc, là-dessus, je tenais à terminer en faisant un clin d'œil à l'Organisation Observatoire de la discrimination génétique, qui est une organisation représentée dans 27 juridictions à travers le monde que j'ai créée en 2020. Et ça fonctionne très bien. Je remercie tous les collègues qui ont participé. On s'est rencontrés à Panama avant Noël pour discuter donc de discrimination génétique à travers le monde et de modes de prévention. Et finalement, les membres de l'équipe, je tiens particulièrement à remercier Dia Uberoy qui est dans la salle, qui a rédigé cet article avec moi, qui est présentement en révision par les pairs. Et vous voyez les autres groupes membres que je tiens à remercier. Et là-dessus, ben, j'ai bien hâte d'entendre Charles et d'entendre les questions. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir à la fois de venir parler de ce sujet là, qui est quand même un sujet je trouve, important et sensible, et surtout de le faire en compagnie un de mes mentors, hein, Yann Joly, avec qui j'ai travaillé durant un peu plus que 3 ans dans le cadre de mon passage au postdoctorat il y a quelques années, donc au CGP. Donc, mon nom est Charles Duprat, je suis aujourd'hui professeur adjoint en bioéthique au programme de bioéthique et puis justement responsable des programmes de bioéthique. Et mon intérêt, disons, pour ce sujet s'est développé justement dans le cadre de nos réflexions communes, professeur Joly et moi, il y a quelques années, lorsqu'on réfléchissait beaucoup, entre autres, à la question des enjeux éthiques, juridiques, sociaux en épigénétique. Hein. Et on commençait à se poser la question de la discrimination épigénétique, dont on parlera un petit peu plus tard. Mais aussi, on a vu arriver justement sur le marché des technologies qui pourraient éventuellement nous permettre de justement tester des marqueurs épigénétiques dans les échantillons collectés sur des scènes de crime pour, entre autres, identifier avec précision l'âge chronologique de suspects ou de victimes. Donc, ça, c'est dans ce contexte-là qu'ont émergé mes premières réflexions en lien avec les enjeux éthiques de l'utilisation d'échantillons biologiques dans le contexte de sciences médico-légales. Et éventuellement, on a bien une réponse ensemble à un argument controversé qui était fait justement pour les bases de données universelles. Et voilà, aujourd'hui, on s'intéresse également là, aux questions de tout ce qui est les technologies avancées ou technologies étendues, analyse étendue de l'ADN pour des fins de sciences médico-légales. Puis je pense que ça va faire bien une bonne transition avec ce que le professeur Joly a présenté un peu plus tôt. Donc, voilà. Je prends Donc, je prends la balle au bon, justement, et puis j'avance sur ce qui a déjà été présenté, hein, ce dont on parlait, là, un peu le gold standard, le standard en sciences médico-légales étant le match de petites portions d'ADN qu'on appelle les STR, les Single Tandem Repeats, et on en comptait traditionnellement 13 marqueurs dans l'ADN qu'on comparait entre des individus. Éventuellement, quand est venu le temps de faire la filiation, on en a rajouté quelques-uns, jusqu'à 21-22 marqueurs sur l'ADN, et ça nous permettait de faire des corrélations entre justement les membres de la famille qui étaient présents sur la scène de crime.
Maintenant, on a accès à des technologies de séquençage beaucoup plus avancées qui nous permettent de faire de l'analyse qu'on appelle le Massive Parallel Sequencing, qui nous permet de traiter des grandes, en fait, plusieurs portions d'ADN simultanément. Et donc, ce qui nous permet de faire de l'analyse assez rapide de plusieurs marqueurs, jusqu'à des milliers de marqueurs sur l'ADN. Donc, il y a plusieurs enjeux liés avec ça, mais il y a aussi plusieurs avantages. Donc, entre autres, quand on travaille avec l'ADN dégradé, qui ne nous permettait pas d'aller séquencer ces 13 marqueurs-là traditionnels, non, maintenant, on peut le faire avec d'autres marqueurs. En revanche, un des enjeux, c'est que, en ayant accès à plus d'informations sur l'ADN, on a potentiellement accès à des marqueurs de risque potentiel de maladie, entre autres. Donc, l'information un petit peu plus sensible, alors qu'autrefois, un des grands arguments qui avait été avancé pour l'acceptabilité éthique et sociale de l'utilisation des STR, c'était justement que c'était des régions non codables, comme a été mentionné un peu plus tôt. Donc, il y a des enjeux qui émergent avec le séquençage nouvelle génération, en lien, entre autres, avec la protection de la vie privée, la confidentialité, puis aussi, on a ces enjeux, ces questions éthiques dans la recherche, quand on conduit la recherche des participants humains. On a des questions liées, entre autres, à qu'est-ce qu'on fait si, dans le processus de recherche, on découvre des informations qui pourraient avoir un bénéfice potentiel pour les personnes qu'on teste, parce que ce serait notamment des informations qui pourraient être utilisées par les personnes pour prévenir un risque de maladie, par exemple. Est-ce qu'on a un devoir de divulguer cette information-là? Donc, c'est des enjeux qui pourraient se poser également dans le monde des sciences médico-légales. Une autre technologie qui est, je dirais, améliorée. Je fais une petite distinction entre technologie améliorée et technologie nouvelle dans cette présentation. La distinction n'est pas tellement nette, mais vous comprenez, c'est ce que j'appelle les technologies améliorées. C'est surtout là, justement une augmentation au niveau de la performance. Et ici, ce qui est intéressant avec les nouveaux kits d'ADN portables qui ont été développés dans les 10 dernières années, c'est que ça facilite beaucoup à la fois la collecte, mais aussi les analyses de l'ADN sur place, en temps réel. Par exemple, quand il y a des catastrophes naturelles, ça a été utilisé, entre autres, dans le cas de situation de l'ouragan Harvey aux États-Unis en 2017. Et ça permettait d'identifier les victimes assez rapidement, puis de savoir qui on cherche, on arrête de chercher finalement aussi quand on cherche les victimes qui ont disparu, par exemple. Donc, le fait de pouvoir conduire ces analyses-là assez rapidement, en près de 2 heures aujourd'hui, plutôt que 45 jours avant, ça pose plusieurs avantages, évidemment, mais aussi la question de l'accélération du processus pose toute la question du est-ce qu'on peut, en allant trop vite, finalement enfreindre les processus déjà bien établis de collecte du consentement, obtention d'un consentement valide, respect des procédures en place, des standards en place pour qu'il y ait une validité juridique des preuves collectées, entre autres. Donc, on a entre autres besoin de standards pour l'utilisation de ces nouveaux kits, mais aussi besoin de formation, évidemment, parce que si dans chaque poste de police, il y a des petits kits comme ça, tous les agents de police ne sont pas nécessairement des scientifiques habitués à analyser des tests génétiques en laboratoire, des résultats de tests génétiques en laboratoire. Donc, on a besoin de formation nécessairement. Voilà. Une autre technologie, je dirais, qui entre les deux, je dirais, mais entre nouvelle et améliorée, c'est qu'on a des nouvelles façons de traiter les échantillons qu'on collecte et dans la collecte de l'ADN, ça nous permet vraiment de recueillir des très, très petites quantités d'ADN qui sont ce qu'on appelle le touch DNA, OK? Donc, l'ADN qu'on laisse lorsqu'on touche des objets.
Donc, contrairement aux procédures traditionnelles où on avait besoin de fluides corporels comme échantillons de sang, échantillons de salive, ici, c'est vraiment simplement en touchant les objets, des morceaux de tissu, par exemple, morceaux de vêtements, qu'on peut laisser des traces d'ADN et grâce à la technologie de amplification de l'ADN, de séquençage, bien, on arrive à vraiment identifier des marqueurs sur l'ADN qui peuvent nous permettre aussi de confirmer l'identité d'un suspect, d'une victime, d'une personne disparue. Donc, ça pose toutes sortes de questions. Il y a des enjeux éthiques, juridiques qui sont exacerbés. Il y a aussi toute la question de bon, l'accessibilité à l'ADN qui pose des questions de bon, est-ce que l'ADN que je laisse traîner partout est finalement une information publique ou c'est une donnée qui reste personnelle? Bon, c'est des questions qui peuvent être importantes lorsqu'on parle de respect de la vie privée, de l'intimité des personnes. Il y a récemment, en 2023, on a eu un article publié dans Nature sur ce qu'on appelle l'ADN environnemental et on voyait des technologies encore plus performantes où simplement passer dans une pièce et respirer dans une pièce, potentiellement, on pourrait laisser de l'ADN qui nous appartient partout où on passe, finalement. Donc, vous voyez le niveau de sensibilité des technologies nouvelles qui peuvent être utilisées dans le domaine des sciences médico-légales. Ici, je parlais de tests sur noix, le surreptitious testing, qui sont, on peut se méfier aussi avec les nouveaux kits qui peuvent être utilisés. Est-ce qu'un membre de la famille pourrait vouloir tester un peu n'importe qui pour tester la génétique d'autrui? On sort vraiment du contexte des sciences médico-légales, mais on voit la facilité avec laquelle on pourrait même tester à l'insu quelqu'un sans qu'il soit au courant, sans qu'il ait évidemment donné son consentement. Il y a toutes sortes de nouvelles technologies ici que je passerais vraiment dans les nouvelles technologies qui n'étaient vraiment pas le cadre autrefois, là, qui font appel à également je dirais des tests d'ADN, mais ce n'est pas des tests d'ADN humain. C'est des tests de l'ADN qui se retrouvent dans les bactéries qu'on a à l'intérieur du corps humain, partout sur la surface du corps humain. Donc, le microbiote est en fait vraiment cette population, cet écosystème de bactéries qui se retrouve sur notre peau, entre autres en grande quantité. Et effectivement, également, on pourrait toucher simplement un clavier d'ordinateur et on pourrait faire certaines associations par ce qu'on appelle les techniques d'analyse métagénomique, hein, qui permettent vraiment de quantifier les proportions de différents types de bactéries qui se retrouvent sur la peau d'un individu. Semblerait-il que ces proportions sont différentes entre différentes personnes. Donc, il y a un pouvoir discriminant, si on veut, entre différentes personnes. Et donc, en fonction également des espaces de vie dans lesquels on vit, il serait possible de faire certaines associations entre des lieux géographiques. Hein. Par exemple, quelqu'un qui vivrait dans la nature ou dans un centre urbain, par exemple, n'aurait pas la même microbiote et donc n'aurait pas la même composition d'ADN sur sa peau. Donc, c'est encore là des informations qu'on peut aller chercher grâce à ce qu'on appelle la microbiomique. Encore là, ici, certainement des enjeux liés à la protection de la vie privée. L'épigénomique était justement un domaine qui a été brièvement mentionné tout à l'heure quand on parlait de détection de l'âge des individus. Maintenant, la technique la plus performante pour déterminer l'âge d'une personne grâce à un échantillon sanguin ou un échantillon de salive, c'est vraiment ce qu'on appelle les epigenetic clocks, les horloges épigénétiques, qui consistent en fait en une série de tests de marqueurs épigénétiques. Les marqueurs épigénétiques, ça se trouve être des petites
simplement des petits tags biochimiques qui sont posés sur la séquence d'ADN. Et bon, on les appelle épigénétiques parce que vraiment, c'est des modifications vraiment biochimiques qui se produisent au cours de la vie à mesure qu'on vieillit et qui font en sorte qu'ils sont vraiment corrélés avec notre âge. Les marqueurs épigénétiques, hein, qui sont, on peut se demander s'ils tombent sous la définition juridique de marqueurs génétiques. Donc, sont aussi certains corrélés avec des expositions environnementales, des expositions à des phénomènes sociaux, des stress post-traumatiques, par exemple, ou des habitudes de vie, telles que si quelqu'un fume ou a fumé pendant plusieurs années, on est capable aujourd'hui de détecter un niveau de méthylation différent par rapport à quelqu'un qui n'a jamais fumé. Okay? Et donc ça peut être une information également pertinente quand vient le temps d'essayer d'identifier un suspect. Donc, il y a aussi d'autres informations qui peuvent être détectées donc, grâce à ces marqueurs épigénétiques, entre autres des facteurs de risque, des marqueurs de risque de certaines maladies, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc. Et de plus en plus, on parle de l'utilisation des marqueurs épigénétiques en sciences médico-légales. D'ailleurs, une de ces applications serait aussi d'être capable de différencier entre des jumeaux monozygotes qui auraient le même ADN, entre autres, mais qui n'auraient pas les mêmes marqueurs épigénétiques. Donc, une autre application. Dans le cadre de nos réflexions sur la discrimination épigénétique, on avait posé la question, en fait, aux scientifiques du domaine de l'épigénétique. Est-ce que vous êtes préoccupés par différentes applications des marqueurs épigénétiques? Et on avait observé les résultats suivants. Ici, comme vous pouvez voir, on avait posé la question, est-ce que vous êtes préoccupé par l'utilisation dans le milieu de l'assurance vie? Hein? Parce que si on connaît votre âge biologique, hein, l'accélération de votre âge biologique à cause des expositions environnementales ou vos habitudes de vie, on serait plus à même de prédire votre espérance de vie. Donc, les compagnies d'assurance étaient intéressées à ça. On voyait qu'il y avait quand même un fort niveau de préoccupation de la part des scientifiques face à cette utilisation-là. Et il y avait d'autres applications, entre autres en immigration, pour discerner les personnes majeures des personnes mineures, des applications dans le domaine des tests offerts directement aux consommateurs, qui étaient... puis on voit qu'il y avait quand même beaucoup des personnes sondées qui avaient exprimé un fort niveau de préoccupation par ces utilisations non médicales de l'épigénétique. Et ici, ce que je voulais montrer, c'est que quand même, on avait pour la science médico-légale un niveau de préoccupation quand même un peu moins grand. Parce que, somme toute, on pourrait dire, ben, il y a quand même des enjeux très grands. Hein, quand il est question de trouver un meurtrier en série, quelqu'un qui a fait une agression sexuelle, c'est quand même des crimes importants. Et puis, donc, les enjeux étant grands, on est, semble-t-il, prêt à mettre dans la balance une part de notre vie privée ou de la confidentialité. Ici, c'était justement une citation extraite de notre sondage. Deux personnes qui pensaient un peu différemment. En gros, ben, si ça peut nous donner plus d'informations, tant mieux, on devrait l'utiliser. Mais en revanche, on sait qu'il y a des standards dans le monde médico-légal qui ne sont pas toujours là au niveau de l'efficacité, de la précision et puis du taux d'erreur. Donc, il faut faire quand même attention. Autre technologie hein, qui finalement ne se fait pas non plus en vase clos, qui pourrait potentiellement utiliser également les technologies en épigénétique, c'est la technologie de ce qu'on appelle le phénotypage ADN, qui de plus en plus, hein, il y a déjà quelques années, on disait c'est impossible, c'est futuriste, ce ne sera jamais très efficace. Mais on voit de plus en plus ces technologies-là être testées par les corps de police à travers le pays, dans différents pays.
Et les technologies se développent assez vite. Il y a des groupes qui se sont formés, différents consortiums européens, entre autres, pour augmenter la validité des technologies en utilisant des marqueurs génétiques et vraiment c'est de l'analyse, je dirais, polygénique, parce que on développe des algorithmes qui nous permettent de reconstruire des portraits de visages, des portraits robots finalement, de suspects à partir d'échantillons biologiques trouvés sur la scène d'un crime. Et finalement, donc, à partir vraiment simplement de l'ADN, on arriverait à créer des portraits robots de ces suspects avec des marqueurs de la morphologie crânienne, de la morphologie faciale, la largeur entre euh, euh, les sourcils, la longueur du visage, la calvitie, des marqueurs de freckles, taches de rousseur également. La couleur des yeux est assez performante. Il y a des marqueurs, bon, il y a beaucoup de discussions au niveau de la validité scientifique, mais des marqueurs comme l'iris sont quand même assez performants. Ceux pour les cheveux, relativement performants à hauteur, disons, de 75 de réussite. Il y a plusieurs discussions à ce niveau-là. Et en combinant ces marqueurs génétiques aux marqueurs épigénétiques, bien, en plus d'avoir un portrait robot, on pourrait ajouter, disons, l'aspect vieillissement au portrait robot, ce qui augmente la précision. Donc, c'est vraiment dans ce contexte d'émergence des sciences multi-omiques, hein, où on utilise non pas seulement la génétique, mais la microbiomique, l'épigénétique. Et on combine toutes ces informations ensemble. On a un potentiel prédictif de plus en plus grand et ça soulève évidemment toutes sortes de réflexions au niveau éthique et juridique. Donc, on a évidemment des avantages qu'on pourra discuter et peut-être même comparer entre bon, l'accès et le développement de bases de données hein, qui nous permettent de faire des associations entre l'ADN qui se retrouve dans des bases de données déjà bien établies et l'ADN qu'on trouve sur une scène de crime, ou grâce au phénotypage ADN, par exemple, est-ce qu'on pourrait imaginer finalement laisser un peu tomber ces bases de données parce qu'on est capable simplement, à partir de l'ADN, de prédire les traits visuels, visibles de quelqu'un. Voilà. Donc, il y a quand même plusieurs enjeux, plusieurs préoccupations qui ont été énoncées en lien avec le phénotypage ADN. Entre autres, bon, les erreurs possibles, les questions de validité, les questions liées à l'intrusion, la question de bon, la nécessité. Est-ce que, à partir de quand, finalement, est-ce qu'on devrait pouvoir utiliser ces techniques-là? Est-ce que c'est lorsque toutes les autres alternatives moins invasives, moins intrusives ont été tentées? La question de la proportionnalité est importante également dans un contexte où on peut se poser la question, est-ce que ce qui est légitime pour des offenses graves, sérieuses, est aussi acceptable pour des offenses plus mineures? Vol à l'étalage, entrée par effraction, par exemple. La question également de la persécution de groupes minoritaires également est assez importante dans ce contexte-ci également. On en parlait tout à l'heure avec les bases de données. Est-ce que le contexte politique pourrait affecter l'acceptabilité sociale et l'acceptabilité légale de l'utilisation de ces nouvelles technologies? Et bon, évidemment, la question de la stigmatisation a été assez importante. On y reviendra un peu plus tard. Ici, c'est vraiment il y a quelques années, en 2015, on avait eu une polémique autour de l'utilisation de cette technologie de phénotypage pour une campagne finalement d'hygiène publique où on voulait blâmer publiquement les personnes, et c'était à Hong Kong que c'était produit. On avait utilisé des portraits robots présumément reconstruits à partir de l'ADN trouvé sur des mégots de cigarettes ou de la gomme qui avait été jetée dans la rue.
Donc, finalement, pour blâmer publiquement les personnes qui jetaient dans la rue leurs déchets. Donc, on peut voir, on peut se poser la question ici, est-ce que le phénotypage ADN pourrait être utilisé dans des contextes où est-ce que le principe de proportionnalité est plus ou moins respecté? Ici, on a également un cas qui a fait les manchettes au Canada. C'est un cas qui s'est produit en Alberta où la police d'Edmonton a dû justement s'excuser publiquement pour avoir utilisé, en fait, avoir même publié publiquement là, un portrait robot d'un suspect, en fait, qui avait été construit à partir d'ADN trouvé sur une scène de crime. Et un des problèmes, et puis ici, je vous ai juste mis là, la compagnie avec laquelle ils avaient fait affaire, c'est la compagnie Parabon Nanolabs. Vous pouvez aller voir sur Internet, vous allez trouver leur site web et puis vous pouvez, les services de police peuvent avoir accès à ces technologies qui utilisent justement, entre autres, les données génétiques pour reconstruire ces visages à partir, entre autres, là, de la couleur de peau, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, les taches de rousseur, et on crée justement ces portraits robots. Donc, la raison pour laquelle, entre autres, la police de Edmonton avait dû s'excuser publiquement, c'est qu'on n'avait pas bien estimé, évidemment, là, toute la stigmatisation qui pouvait découler de la création de tels portraits robots lorsque des populations déjà marginalisées ou racialisées sont présentées comme finalement des suspects potentiels. Les portraits robots n'étant clairement pas suffisamment précis pour identifier un individu, bien, finalement, ce que ça crée, c'est que ça, justement, présente un groupe d'individus comme étant potentiels suspects pour la police. Donc, on doit faire très attention de la façon dont on utilise ces technologies-là et de ne pas le faire jusqu'à ce qu'ils soient vraiment précises ou bien encadrées. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux de gouvernance, ça fait vraiment à sa fin, liés à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Donc, en lien, entre autres, avec la validité des technologies, la réduction des biais, comme le professeur Joly le mentionnait plus tôt, là, les standards, les bonnes pratiques doivent être développés, la formation, la sensibilisation, la transparence, la probité, on pourrait développer des comités d'évaluation des pratiques de façon continue, simplement au départ, mais regardez comment ça s'est implanté, les audits. Faire attention pour préserver la confiance du public et puis d'intégrer ce genre de technologie dans le cadre vraiment d'un contrat social accepté par nos concitoyens. Et puis toute la question, là, notamment des cadres juridiques est important. On peut s'inspirer, entre autres, là, de ce qui a été fait assez récemment en Allemagne, dans le cas du Freebird Case en Allemagne, qui avait généré beaucoup de discussions et qui avait mené l'État de Bavière à adopter en 2018 des amendements à son code sur les procédures judiciaires pour permettre l'utilisation du phénotypage ADN dans des circonstances bien définies et à en exclure d'autres pratiques, dont, entre autres, l'analyse des origines biogéographiques. Ici, on permettait seulement l'analyse de l'iris, des cheveux, de la couleur de peau. Encore là, on peut savoir que ça peut mener à des problèmes de stigmatisation de groupe. Et puis, il y a toutes sortes de questions là, que j'aimerais soulever en même temps. En Allemagne, on a cru bon de vraiment distinguer dans la loi la question de l'admissibilité, de la permissibilité de tester pour des traits visibles, mais de ne pas permettre le phénotypage ADN pour des traits non visibles. Donc, par exemple, si vous êtes potentiellement atteint d'une maladie génétique qui ne serait pas visible, mais qui serait en fait potentiellement plus intrusive
que le phénotypage ADN de traits déjà visibles, selon eux. Donc, il y a plusieurs discussions à ce niveau-là également. Et puis, bien sûr, il y a toutes sortes de cadres juridiques qui ont été pris en considération dans les discussions entourant qu'est-ce qui devrait être permis, qu'est-ce qui ne devrait pas être permis. Et puis, je pense que ça peut être le sujet de notre discussion sur cette nouvelle technologie aujourd'hui. Merci.